mi-février, la tramontane qui m'avait tant fait souffrir durant l'hiver tomba d'un seul coup. Le ciel se remplit de nuages et un vent humide, paraissant venir de la mer, se mit à souffler. Ces bouffées de vent me rendaient des forces, mais tristement, comme si elles susurraient à mon oreille. Allons, courage, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et en sentant que l'hiver avait pris fin et que le printemps commençait, je compris que je ne pouvais plus aller travailler dans l'atelier de mon oncle. J'étais entré chez lui un an auparavant, comme un train entre dans un tunnel sans apercevoir la lumière de la sortie. Pourtant, mon travail n'était ni pénible ni désagréable, mais c'était pire. L'atelier est installé dans un hangar situé au fond d'un terrain clos, servant de dépôt à une fabrique de tuiles, à mi-chemin de la Via della Magliana. Dans ce hangar, l'air est toujours chargé de la poussière blanche de la sciure, comme dans un moulin, et au milieu de ce nuage, dans ce bourdonnement incessant des scies et des tours électriques, mon oncle et nous autres, ses ouvriers, enfarinés comme des meuniers, nous étions occupés tout le jour à fabriquer des rayonnages et des meubles. Mon oncle me traitait comme un fils. Les compagnons étaient tous de braves gens et, comme je l'ai dit, le travail n'était pas désagréable. Prendre un tronc de chêne, d'érable ou de châtaignier, appuyé de toute sa longueur au mur de l'atelier, encore tordu et avec son écorce, voir même sous l'écorce les fourmis qui y habitaient avant que l'arbre ne soit coupé, puis, à coups de scie, en tirer des billes blanches et nettes, puis des plateaux et des planches, et avec le tour, le rabot et d'autres instruments suivant le cas, en faire ressortir des pieds de table, des panneaux d'armoire ou des corniches. Arriver enfin au meuble, cheviller, visser, coller, et n'avoir plus qu'à le vernir et lui donner du brillant, c'est toute une affaire. Si l'on aime ce métier, ce passage du bois en grume au meuble peut devenir une chose passionnante, intéressante en tout cas, ou tout du moins pas ennuyeuse. Mais il faut croire que je ne suis pas fait comme les autres. Au bout de quelques mois, j'étais excédé de ce métier. Ce n'est pas que je ne sois pas travailleur, mais j'aime suspendre de temps en temps mon travail, regarder autour de moi, juste pour savoir qui je suis, où je suis et à quel point j'en suis. Mon oncle, lui, était tout le contraire de moi. Il travaillait sans trêve, avec acharnement, avec passion, sans jamais souffler ni réfléchir, passant d'une chaise à une étagère, d'une étagère à une armoire, d'une armoire à une commode, pour revenir à une chaise. Il était ainsi arrivé à la cinquantaine, ayant amassé un assez gros pécule, mais on devinait qu'il mènerait la même vie jusqu'à sa mort, une mort qui ressemblerait à la fin d'un tour qui se casse, ou d'une scie qui perd ses dents, la mort d'un outil plutôt que d'un homme. Et en effet, le dimanche, quand il endossait ses habits de fête et s'en allait à pas lents sur le trottoir de la Via Arenula, en compagnie de sa femme et de ses enfants, les yeux mi-clos, la bouche tordue entre deux rides profondes, il faisait réellement penser à un instrument hors d'usage, inutile, usé. Je ne pouvais alors m'empêcher de penser qu'il avait pris cette figure à force de se courber sur la scie ou le tour, et de plisser les yeux dans la poussière de la sciure. Et je me disais que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si l'on ne prend parfois le temps de souffler, juste le temps de penser qu'on est en train de vivre. L'autobus qui part de la gare du Trastevere fait son circuit en pleine campagne. Paysans, ouvriers, pauvres gens de toutes sortes y apportent la boue de leurs souliers, le relent de sueur de leurs vêtements de travail, et peut-être aussi certains insectes. Aussi, en tête de ligne, arrose-t-on le sol et les sièges même de je ne sais quel désinfectant empesté qui prend à la gorge et, comme un oignon, vous fait pleurer. Par une douce matinée de février, tandis que j'attendais le départ de l'autobus, les yeux tout larmoyants à cause de la drogue désinfectante, le vent marin qui entrait par les vitres baissées me donna brusquement l'envie de m'en aller, pour mon plaisir, pour prendre un temps d'arrêt, afin de réfléchir sur moi-même. Aussi, lorsque je descendis en face de l'atelier, au lieu de me diriger à droite vers le hangar, je tournai à gauche du côté des prés qui s'étendent entre le Tibre et la grande route. Je me mis à arpenter l'herbe pâle, dans le vent mou et humide, sous le ciel ennuagé
avec toutes ses arches, ressemble à un pigeonnier, l'église et sa coupole, et toutes ses colonnes qui ne soutiennent plus rien et ressemblent aux morceaux de bois d'un jeu de construction d'enfant. Derrière moi s'étendait la zone industrielle de Rome, les hauts fourneaux aux longs panaches de fumée, les hangars des usines et leurs parois vitrées, les cylindres larges et bas de 2 ou 3 gazomètres, ceux plus hauts et étroits des silos. Et en pensant à tous ces ouvriers qui peinaient dans ces usines, je trouvais plus de saveur à ma flânerie. Je me sentais concentré, aux aguets, comme si j'étais à la chasse. En vérité, j'étais bien à la chasse, non en quête de petits oiseaux, mais de moi-même. Arrivé au Tibre, en un point où la pente est moins rapide, je me laissai glisser jusqu'à la rive et m'assis parmi les buissons. Un pas en dessous de moi, le Tibre coulait, et je le voyais s'enrouler comme un serpent dans la campagne, avec sur sa peau jaune et plissée la grande lumière éblouissante du ciel chargé de nuages. Au-delà du Tibre, d'autres prés d'un vert pâle s'étendaient, parsemés de moutons gonflés d'une toison sale en train de brouter, avec çà et là un agneau tout blanc dont la laine n'avait pas eu le temps de se souiller. Je m'étais assis, entourant mes jambes de mes bras, et je contemplais fixement l'eau jaune qui, à cet endroit, formait un tourbillon d'où émergeait une branche noire, hérissée, semblable à la chevelure d'une noyée. Alors, dans ce silence, tandis que la branche d'un noir d'ébène tremblait aux secousses du courant sans pouvoir s'arracher, je me sentis tout à coup comme inspiré. Ce ne fut pas ma pensée, mais quelque chose de plus profond en moi qui me parut avoir compris une chose très importante, ou plutôt qui allait pouvoir la comprendre si je m'y appliquais de toutes mes forces. Elle était là, cette chose, presque à ma portée, ou, comme on dit pour les mots, sur le bout de ma langue, et moi, pour l'attendre et l'empêcher de s'évanouir dans les ténèbres, je prononçai à haute voix. Je m'appelle Gerardo Muccietto, surnommé Muccio, dit une voix moqueuse qui venait d'en haut. Alors tu parles tout seul maintenant. Je tournai la tête et, juste au-dessus de moi, debout sur la pente, je vis Gioconda, la fille du gardien de notre dépôt de tuiles, en jupe de velours et chandail rose, les jambes nues, les cheveux au vent. Or, de toutes les personnes que je connais, Gioconda était celle que je désirais le moins voir en ce moment. Elle s'était toquée de moi et me persécutait bien que je lui ai fait comprendre par tous les moyens qu'elle ne me plaisait pas. Mon premier mouvement fut donc de lui dire quelque chose de désobligeant, afin qu'elle s'en aille et que je puisse revenir à cette chose que j'étais sur le point de saisir quand elle était intervenue. Fais attention, dis-je sans bouger, je vois tes jambes jusqu'en haut. L'effronté se laissa glisser jusqu'à moi. Tu permets que je te tienne compagnie. Je ne saurais que faire de ta compagnie, répliquai-je sans lever les yeux sur elle. Comment fais-tu pour t'asseoir comme ça, par terre, dans cette poussière? Elle repoussa sa robe et s'assit, satisfaite. Ça n'a pas d'importance, je n'ai pas de culotte. Heureusement, la chose à laquelle je voulais penser était toujours là, en équilibre sur le bord de mon esprit, comme un oiseau sur l'appui de la fenêtre. Gioconda, cependant, toute cajoleuse, s'appuya à mon bras et me dit « Pourquoi es-tu si ingrat, Gérardo? Moi, je t'aime tant. » « Je ne suis pas ingrat, tu ne me plais pas, c'est tout. » « Et pourquoi ?» Je dis précipitamment, de peur qu'en parlant cette chose à laquelle je voulais réfléchir ne s'envolât. « Tu ne me plais pas à cause de ta grosse figure rougeaude pleine de boutons. Tu as l'air d'une pivoine. » Qu'aurait fait une autre fille après un tel compliment? Elle se serait enfuie aussitôt. Elle, au contraire, se serra contre moi, coquette. « Gérardino, pourquoi as-tu cessé d'être gentil avec moi? » « Je le serai à nouveau, dis-je, à la condition que tu t'en ailles. » « Serait-ce que tu attends une autre femme? » « Non, personne, mais je veux être seul. » « Pourquoi seul? Restons ensemble, c'est si bon d'être tous les deux. » Cette fois, je ne répondis pas. La chose était encore là, à la limite de ma pensée, et je sentais qu'il s'en fallait d'un rien pour qu'elle ne rentrât dans ces ténèbres d'où elle était sortie. Mais à ce moment, Gioconda s'exclama. « Veux-tu que je devine à quoi tu penses? »
sortit à mon chandail. Dis que tu y as pensé. Et tout en parlant, elle allongeait sa grosse jambe rose couverte de poils blonds, me montrant son pied avec la soquette couleur framboise. Je ne pus m'empêcher de jeter un regard sur ce pied, et tout à coup, je sentis que la chose avait disparu, qu'elle était retombée dans l'abîme noir. Je ne sentais plus rien, j'étais vide, mort, inerte, comme ces billes de bois séchées que l'oncle appuie au mur de son atelier. À la pensée que ce stupide bavardage m'avait fait perdre de vue une chose si belle et si importante pour moi, une rage folle m'envahit, et je criai en me tournant brusquement vers elle. « Mais pourquoi es-tu venue? Tu es un poison. Ne pouvais-tu pas me laisser seule ?» Et comme elle continuait à me serrer le bras, je me dégageai de force et la frappai à la tête. Mais elle s'agrippait, têtue, malgré les coups que je faisais pleuvoir sur sa tête blonde. Alors je me levai, la saisis par les cheveux, la jetai à terre sur le gravier et la bourrai de coups de pied. Pelotonnée sur elle-même, le visage entre ses mains, elle gémissait et poussa même quelques cris, mais elle subissait sans se défendre, contente peut-être. Et, quand, honte de moi-même, j'en eus assez, elle se releva toute couverte de poussière et s'éloigna en sanglotant. Je lui criai de toutes mes forces. « Vous autres femmes, vous êtes la ruine de l'humanité. » Elle prit, toujours en pleurant, le sentier qui longe la grève et disparut. Mais désormais, la chose s'était évanouie et maintenant, quoique je fusse seul, je me sentais aussi inerte, sourd et vide que lorsque Gioconda était près de moi. Il n'y avait rien à faire, pour le moment tout du moins, et Dieu sait quand je retrouverai une aussi favorable circonstance. Plein de colère et en même temps incertain et inquiet, j'errai par les prés durant toute la matinée, maudissant Gioconda et ses semblables, ne pouvant calmer ni mon esprit, ni mon corps. Finalement, je compris que je n'avais plus qu'à retourner à l'atelier, et j'y retournai. À travers les monceaux de briques, Gioconda, une bassine dans les bras, donnait la pâtée aux poules et de loin me fit un sourire. Je n'y répondis pas et entrai dans l'atelier. « En voilà un qui a vraiment envie de travailler !» cria mon oncle en me voyant. Je ne dis rien, enfilai mon bleu de travail et repris le tour au point précis où je l'avais laissé la veille.